Bonsoir et bienvenue pour une séance de rattrapage des meilleurs moments du Club international de 28 minutes samedi. Au programme ce soir, avec nos correspondants étrangers et dessinateurs de presse, des invités et du débat dans la joie et la bonne humeur évidemment. En fin d'émission, nous retrouvons notre poète Benoît Forgeard et sa dérive des continents comme tous les samedis. Commençons sans plus tarder par ce spectaculaire cambriolage au musée du Louvre. Valérie Brochard, on vous écoute. 4 cambrioleurs, une meuleuse et un monte-charge auront suffi pour voler en plein jour et en 7 minutes les joyaux de l'histoire de France. Voilà tous les ingrédients à réunir pour fasciner les médias de la planète. Et en Europe, la stupéfaction s'affiche sur tous les écrans. Nur 7 Minuten. In dieser kurzen Zeit ist es Einbrechern gelungen, ins Pariser Louvre einzusteigen und französische Kronjuwelen zu stehlen. C'erano dei lavori, hanno indossato il gilet giallo e si sono spacciati evidentemente per dei workers. It happened while the museum was open and has raised serious questions about security, with the country's interior minister admitting that the failure had painted France in a terrible light. Et oui, en effet, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a déclaré « C'est tous les Français qui se sentent volés. Nous avons failli et donné une image déplorable de la France ». Ce que reprend cette journaliste Mariam Pierzadeh. Est-ce qu'ils ont tous raison? Ça donne une image déplorable de la France. Ça donne une image déplorable, je suis d'accord. La France humiliée, c'est devenu une affaire d'État, c'est devenu une affaire politique. Ça a touché au plus près du cœur des Français parce que les Français sont attachés à leur histoire, enfin une grande majorité en tout cas. Et il y a un écho quand même qui se fait avec l'incendie de Notre-Dame. J'ai beaucoup vu ça aussi dans des historiens qui faisaient ce parallèle-là, c'est de voir en fait notre patrimoine être dilapidé, être volé, être brûlé. Alors il y a des gens pour qui disent voilà on en fait trop, ce sont seulement des bijoux, mais c'est quand même l'histoire de France. Ce ne sont pas que des bijoux qui sont liés à Napoléon et à ses épouses, mais il y a à l'intérieur des diamants qui appartenaient à Louis XIV, à Marie-Antoinette, et en fait ça donne en fait une image de vulnérabilité. C'est-à-dire que le musée le plus visité au monde, qui est l'une de nos fiertés, au même titre que la Tour Eiffel ou Notre-Dame, eh bien finalement on peut arriver avec une disqueuse, avec un monte-charge et aller se servir et prendre 8 bijoux inestimables. Il faut aussi rappeler qu'il y a eu d'autres casses dans d'autres très grands musées. Je pense notamment à Londres, le British Museum en 2023, plus de 2000 pièces ont été dérobées. En 2019, à Dresde, en Allemagne, aussi, le casse du siècle, on l'avait dit à l'époque. Pourquoi là, au Louvre, ça marque plus que ces autres casses ? Bon, alors la France, c'est un pays, c'est la destination touristique par excellence connue dans le monde entier, ce qui n'est pas le cas des Dresde. Et le Louvre, en effet, c'est un monument absolument historique. Donc là, on est quand même à une sorte de concours des circonstances. Il faut savoir que les Français eux-mêmes et le pouvoir français aiment beaucoup le décorum, le symbolique, l'histoire et les cérémonies. Donc en fait, on ne peut pas à la fois tirer sans cesse sur l'histoire et sur le symbolique, et ensuite dire qu'un vol symbolique, c'est finalement pas grand-chose. Ah oui, okay. Donc c'est un peu fromage au dessert. Et là, je pense que le Louvre, il est tombé un tout petit peu dans le piège de cette image dont il jouit dans le monde entier. Est-ce qu'en même temps, est-ce qu'on n'en fait pas beaucoup sur le fait que notre identité française serait vraiment meurtrie, comme en parlent énormément de médias qu'on voit identitaires en France? Ils disent à partir de là, le vol de ces bijoux, dont beaucoup de Français d'ailleurs ne connaissaient pas l'origine, et vous les avez rappelés tout à l'heure, c'est le Second Empire, d'un coup c'est la perte de l'identité française. Oui, puis c'était pas la galerie la plus visitée non plus, la galerie Apollon, c'est plutôt la Joconde. Non mais en fait ça fait écho, c'est le timing, effectivement, ça intervient pendant une crise politique inédite. C'est premier vol au Louvre même, d'ailleurs. La Joconde avait été volée pendant 2 ans. On avait soupçonné Guillaume Apollinaire. Finalement, c'était un peintre italien un peintre au bâtiment qui l'avait volé. Mais en fait, ce qui est un peu énervant, je pense, pour les Français, c'est tous ces appels des services de sécurité qui disent on n'est pas assez, il y a de plus en plus de monde. Je ne sais pas si vous êtes allé au Louvre récemment, moi je suis allée au Louvre récemment, c'est vrai qu'il y a des queues partout, on ne comprend pas très bien, les salles sont bondées, il y a assez peu d'agents de sécurité dans certaines salles, sauf évidemment la Joconde qui cristallise toutes les attentions. Et donc en fait ces appels un petit peu à dire attention, on n'est pas armé face aux 9 millions de visiteurs par an, et puis depuis sort beaucoup d'informations dans le Canard enchaîné sur la vulnérabilité des vitres. On apprend de plus en plus de choses qui énervent les Français. Alors on sait aussi que le chef de l'État a annoncé depuis déjà quelques mois une opération, un nouveau Louvre restauré, etc. Vous allez voir que Nicolas Vado a des propositions de réaménagement du Louvre, n'est-ce pas Nicolas ?
Oui, j'ai imaginé qu'après la pyramide du Louvre, il y avait la passoire du Louvre. Voilà, un deuxième dessin. Je ne dois pas être le seul à l'avoir fait, mais c'est pas grave. Et j'en ai un deuxième pour la route. Pourquoi ont-ils braqué le Louvre et pas plutôt l'Élysée? Il n'y avait rien à voler, je suis démonétisé. Valérie, chaque samedi, vous nous emmenez à la découverte d'un de nos chers voisins européens. Ce soir, on part pour la Finlande et on y va en voiture. Oui, parce qu'à Helsinki, la mort a rendu son permis. Rendez-vous compte, Renault, une année entière vient de s'écouler sans aucun décès à constater dans la capitale finlandaise. Fini les pare-chocs endeuillés, les trottoirs traumatisés à l'intérieur de la ville, comme sur les voies qui l'abordent. Eh bien, les routes d'Helsinki sont désormais les plus sûres de toute l'Europe grâce à un plan intitulé Vision Zéro. L'idée pour les autorités finlandaises, eh bien, c'est de viser et donc d'atteindre l'objectif 0 mort sur la route. Et pour ce faire, eh bien, elles ont su imposer une tolérance 0 en matière de sécurité routière. Mais par quels moyens, Valérie? Eh bien, plusieurs leviers ont été activés. Et je vais commencer par le plus sévère, mais sûrement le plus efficace, le système d'amende. Des contraventions proportionnelles aux revenus des Finlandais ont été créées. Un radar qui détecte les excès de vitesse tout en rétablissant un petit peu de justice sociale. Voilà un outil qui fait évoluer les comportements sur la route, tout en donnant un sentiment de fierté à la police finlandaise. Si vous avez un gros salaire, vous payez de grosses amendes. Moi, la plus forte contravention que j'ai donnée, c'est 19 500 €. On devrait être fiers qu'il n'y ait plus de morts par accident, parce que nos routes sont plus sûres. Des amendes dissuasives calculées sur le revenu de chaque chauffard, eh ben, ça fonctionne tellement bien que la méthode est désormais appliquée sur tout le territoire. Et c'est le très riche homme d'affaires Anders Wiklöf qui s'est vu infliger une contravention record de 121 000 € pour un excès de vitesse dans l'ouest du pays. Interrogé par les médias locaux sur le montant astronomique de la pénalité, il a juré, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Mais ce n'est pas que le changement du montant des amendes qui a fait évoluer les comportements. Non, évidemment. En Renault Vision Zéro, c'est aussi le compteur bloqué à 30 km/h dans la ville. Plus de la moitié des rues sont limitées à 30, tout simplement parce que plus on roule doucement, plus on vit longtemps. Et puis, la capitale a modifié, réinventé son paysage urbain. Les trottoirs ont été élargis pour forcer les conducteurs à réduire leur allure s'ils ne veulent pas percuter les bas-côtés. C'est tout bête, mais ça fonctionne. Les passages piétons ont été surélevés, les pistes cyclables largement étirées à Helsinki. On ne ralentit pas parce qu'on a peur du gendarme, mais simplement parce que la route ne laisse plus passer la tentation. Et sans oublier le réseau de transport en commun que 90% des Helsinkiens déclarent apprécier. Des bus et des tramways décarbonés, des métros autonomes ont fini de parachever ce protocole dont l'efficacité a été saluée par toute la presse européenne. Je me tourne vers vous, Arantxa González, parce que vous êtes un peu en pointe en termes de sécurité routière. Est-ce que l'exemple d'Helsinki vous inspire ou vous êtes déjà bien loti en termes de sécurité routière en Espagne? On n'est pas encore à 0, donc on peut toujours apprendre des autres. Mais moi, la leçon, c'est que le civisme s'impose. Le civisme peut s'imposer avec un peu de bâton, un peu de carottes. Si on était civique, on n'aurait pas besoin de tout ça, mais comme on ne l'est pas, il faut qu'on soit encouragé, entre guillemets, alors une amende ou les transports en public, les transports en commun, qui, quand il est bien développé, nous évite de prendre les et on laisse la voiture au garage. Benjamin Louis, en Suisse, ça se passe comment? C'est un des pays les plus sûrs en termes de sécurité routière. Comment vous faites? Alors, c'est quelque chose qui est assez semblable à ce qui est fait en Finlande maintenant. Depuis 2013, je crois, il y a une réforme de la loi qui régit les amendes et la circulation routière qui s'appelle toujours d'ailleurs Via Sicura. C'est en latin, quoi, pour dire que les routes sont sûres. Ça a fait beaucoup de mécontents à l'époque, mais on a augmenté de manière très importante les amendes forfaitaires et ensuite des amendes, quand on est sur un gros délit routier, des amendes qui sont aussi calculées sur les revenus des personnes et ça devient très vite pénal. Donc, vous allez jusqu'à un certain niveau de délit routier, vous avez des amendes forfaitaires, mais qui sont très chères. Je crois que si on dépasse 50 à l'heure en agglomération, on est à plus de 200 et quelques francs. Et ensuite, eh bien, c'est quelque chose... Alors ensuite, c'est la prison ou ce qu'on appelle les jours amendes. Donc, vous pouvez payer par jour de prison potentiel, donc une très grosse amende, et si vous ne payez pas, vous pouvez aller en prison. Mary Mamella, ce qui a fait chuter le nombre des morts sur la route en France depuis déjà pas mal d'années, c'est plutôt le permis à points et surtout les radars qui justement retirent des points quand on fait des contraventions. Est-ce qu'une hausse des amendes, peut-être proportionnelle aux revenus, c'est une piste
qui vous semblent intéressantes, ou est-ce que quand on sait aussi que parfois quand on touche à la voiture, au carburant par exemple, aux taxes sur les carburants ou autres, on peut déclencher aussi des colères et des mouvements sociaux en France assez forts. Est-ce que c'est... Moi, je pense que ça peut fonctionner, mais c'est pas suffisant. Je reviens à ce que vous disiez, c'est le civisme qui est le plus important. Parce que souvent, on a effectivement permis à point. Moi, dans mon expérience, ma courte expérience de la route, je vois des gens faire n'importe quoi et on me dit, de toute façon, ils n'ont même plus le permis. Ils ne craignent plus de perdre des points puisqu'ils n'ont déjà plus leur permis. Parfois, ils roulent oui, enfin, c'est illégal. Sans assurance. Et puis, c'est des gens aussi qui sont parfois pas solvables. Moi, j'ai déjà entendu des gens, j'ai une dizaine de je ne les paierai pas. Voilà, vous avez aussi ça. Moi, je pense que ça peut marcher, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aussi un civisme. Il faut par exemple, le fait de raccourcir les routes, les réduire pour pas faire de vitesse. Ouais. Je trouve ça génial parce que on est tous tentés de rouler plus que 30. Mais quand on peut pas, on peut pas. Donc c'est l'idée. Il y a une autre piste, c'est le cas de le dire, que nous suggère Dorte Landshut. C'est ça le miracle finlandais, Dorte ? Exactement. Le secret de la civilité sur les routes en Finlande relevé. Où sont les rennes? J'ai dû les remplacer, j'ai eu trop d'amendes pour excès de vitesse. Allez, Nous sommes tous des employés d'une entreprise d'un ministère du bâtiment. Elle a inventé un bureau sans murs et sans frontières. L'Erasmus, non bisogna mai dimenticarlo, non è prioritariamente uno studio, è un'esperienza. C'est qui Feu Sofia Corradi, italienne, juriste, professeure. Elle est l'initiatrice d'un programme lancé en 1987 qui a permis à plus de 16 millions d'étudiants européens de faire leurs études dans d'autres pays et d'en revenir grandis. Nom de code Erasmus, en hommage à Erasme de Rotterdam, humaniste du XVIe siècle qui sillonnait déjà l'Europe pour apprendre des autres. Mio padre e mia madre erano cittadini del mondo, ma lo erano onestamente, ecco, ci credevano. Flashback, Rome, années 40, fille d'un ingénieur des chemins de fer et d'une institutrice, la petite Sofia veut être médecin. Son père la pousse vers le droit. Diplôme avec mention, études à Columbia, New York, mais son université italienne refuse de reconnaître ses cours américains. De ce rejet naît une mission pacifiste personnelle, créer un système où les études à l'étranger seraient reconnues et rapprocher les peuples par l'éducation. E questa è un'idea balzana. Non otterrà mai niente. 18 ans de lobbying, de tableaux comparatifs rédigés à la main, de portes fermées avant que le Conseil européen n'adopte son programme. Surnom Mama Erasmus, pas seulement parce qu'elle a accouché d'une idée, mais aussi parce qu'elle a fait naître 1 million de bébés Erasmus. Son programme a permis à la jeunesse d'étudier, certes, mais aussi de s'accoupler. Tutti mi dicono, a me l'Erasmus m'ha cambiato la vita. Distinction des doctorats honoris causa en rafale et le dernier, un bel hommage à la Sorbonne en juin 2024. Madame Sofia Corradi est une pionnière, une femme de conviction, mais aussi une bâtisseuse de paix. Quant au réalisateur Cédric Clapiche, il lui a offert son plus beau moment populaire, l'auberge espagnole. Le 17 octobre, Mama s'en est allée à Rome à 91 ans, au moment où l'Union européenne lance son pacte pour la Méditerranée, un Erasmus étendu au Maghreb et au Proche-Orient. Et finalement, pourquoi elle? Parce qu'à l'heure des guerres et des replis, c'est rassurant de voir que l'Europe n'exporte pas que des armes et des marchandises, elle vend aussi une philosophie. Et voilà, Mariam Pirzadeh, ce succès d'Erasmus, qui est un emblème du succès de la construction européenne, qui pourrait s'étendre justement à l'autre rive du Maghreb. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est ça la quintessence du projet européen. Pourquoi c'est devenu aussi mythique d'ailleurs, ce projet Erasmus? Alors, il y a l'Auberge espagnole, qui est quand même le film d'une génération, ceux qui avaient 17 ans dans les années 2000, qui, je pense, a fait multiplier les inscriptions. C'est ce que disait d'ailleurs le réalisateur il y a assez peu de temps, Cédric Clapiche. Mais effectivement, c'est toute la quintessence de l'Europe et de son utilité, c'est que des étudiants puissent voyager. Et en fait, l'ironie de la vie, c'est qu'elle-même, Sofia Corradi, était partie aux États-Unis et son diplôme n'était pas reconnu en Italie. Et c'est pour ça qu'elle a eu l'idée d'Erasmus et avec ses diplômes interchangeables. En fait, ces étudiants qui ont voyagé dans le monde entier avec ces bébés qui sont nés, ces couples Erasmus, c'est une belle histoire. Et c'est vrai qu'elle est touchante, cette femme. Mais après, de là à ce que ça soit exporté vers des pays du Proche-Orient qui sont en ce moment en conflit ou instable, j'ai l'impression que c'est pas vraiment l'idée d'Erasmus. En tout cas, vous le disiez, c'est une belle histoire Erasmus. Figurez-vous, je crois qu'on a un ancien étudiant qui l'a fait, qui a même de très bons souvenirs d'Erasmus, n'est-ce pas, Nicolas Vado? Tout à fait, c'est la génération Orgasmus. Oh oui, aya, oh yes, aussi, osim, otak.
On continue notre séance de rattrapage des meilleurs moments de l'émission et on commence avec cette actualité, la victoire du démocrate Zoran Mamdani à la mairie de New York. Valérie Brochard nous éclaire. La capitale financière de la planète s'est réveillée avec un nouveau maire, Zoran Mamdani, 34 ans, musulman et socialiste. Eva Morletto, comment vous regardez cette élection? C'est d'abord la victoire des démocrates ou c'est surtout une claque pour Trump et les républicains? Mais c'est les deux, parce que finalement les démocrates se réveillent et mettent au centre, et cette victoire le témoigne, les droits des travailleurs, le pouvoir d'achat des Américains qui est en train de s'effondrer malgré les discours de Trump. On a les biens d'alimentation qui vont augmenter de 3%, c'est déjà prévu. Le coût de l'essence n'a pas bougé. Lui, il proclame un miracle économique, mais qui n'a pas eu lieu finalement pour l'instant. Et donc là, la gauche finalement a remis au centre, après avoir été, tout le monde a parlé du mouvement woke quand on parlait du mouvement de jeunesse américaine, et c'est sur ça que la droite a fait son jeu, dans le sens en essayant de délégitimer. Aujourd'hui, ce discours est un peu mis de côté. C'est aussi un discours générationnel, c'est-à-dire c'est la fameuse génération Z dont on ne parle pas assez, qui se mobilise un peu partout dans le monde et en Amérique aussi, en Amérique surtout maintenant, qui met au centre la problématique du coût de la vie et du futur. On a annulé un peu les rêves américains avec ce qui s'est passé ces derniers temps et avec des oligarques qui détiennent la plupart de la richesse et les inégalités qui se creusent. Donc cette génération-là a une voix finalement. Mais là, on parle d'un cas bien particulier qui est le cas de New York, qui est un bastion de gauche, un bastion démocrate. On a vu le même jour deux candidats démocrates l'emporter aussi en Virginie et dans le New Jersey, sur une ligne, elle, beaucoup plus centriste, pas du tout sur la ligne socialiste portée et revendiquée par Mamdani, mais sur une ligne centriste. Ça veut dire qu'il y a deux gauches qui cohabitent tant bien que mal au sein du Parti démocrate. Laquelle est celle qui peut être la plus efficace à vos yeux, Maria Kadra, face à Donald Trump? Exactement, une ligne centriste, une ligne libérale aussi, qui correspond un peu à la ligne de Clinton, d'Obama, de Biden aussi et surtout. Et au-delà de ce vote pour les démocrates, il y a le signe d'une division à gauche aussi. Il y a la gauche, Eva a très bien rappelé le conflit intergénérationnel. Il y a la gauche de Biden, la gauche des 80 ans et plus, et la nouvelle gauche qui représente un peu la jeunesse, très sensible au discours. Les deux gouverneurs démocrates élus sont assez jeunes aussi, ils sont jeunes, ils n'ont pas 80 ans. Ils sont jeunes, non. Il y a un vrai renouvellement générationnel. Je parle de la division idéologique, en fait, la division qui est incarnée par la vision d'un Biden, d'un Obama, de même Kamala Harris, en fait. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles tendances. Et il y a deux voies différentes. Deux voies de gauche irréconciliables, Lionel Zinsou? Ah non, pas du tout. Justement, il faut faire coalition. C'est normal qu'il y ait des divergences, des différences, des nuances. Il y en a toujours eu dans le Parti démocrate. Mais clairement, il avait perdu la clé de faire coalition de tous ces courants. Voilà, de tous ces courants de Contre Trump, il il n'y en a pas une plus efficace que l'autre. Il faut. Non, d'ailleurs, c'est très hétérogène chez Trump aussi. Mais il n'y a pas que les résultats sur les gouverneurs, il y a aussi l'affirmation du gouverneur de Californie, qui est encore une autre nuance. Et c'est nécessaire d'avoir une coalition des gauches. D'ailleurs, ce serait en Europe aussi relativement important d'arriver à réconcilier quelques gauches. Il y a Eva Morletto, le problème c'est qu'on peut se poser la question parce que Zoran Mamdani, lui, il promet donc qu'il est anti-élite, il a fait un discours anti-élite, contre les riches, il se met en scène sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en gros, il fait un peu quand même du populisme de gauche. Donc pour combattre le populisme de droite, est-ce que c'est la meilleure arme? C'est nécessaire en tout cas. C'est nécessaire parce que... Alors il y a un bon et un mauvais populisme. Oui, mais si vous regardez, par exemple, pour les mouvements jeunes dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, les mouvements qui adhèrent au mouvement de Charlie Kirk, ils sont 850 000. Jeunes, et ce qui regroupe à peu près tous les mouvements de jeunesse. Voilà. Donc il faut faire bastion à ça. Il faut qu'il y ait aussi une action. La droite a été très capable, la droite de Donald Trump, pas seulement des jeunes, à ouvrir sur YouTube avec les podcasts, en influençant les médias, etc. Donc il faut faire du populisme aussi de gauche. Dans un an, il y aura les fameuses élections de midterms, qui sont toujours un rendez-vous extrêmement important. Sur quoi, justement, la gauche démocrate, les démocrates, on va dire, peuvent, sur quelle ligne, sur quel sujet, surtout, sur quel thème, peuvent-ils s'en prendre à s'attaquer à Donald Trump? Sur les valeurs, sur le danger de la démocratie, ou sur ses résultats, sa politique économique, l'inflation, d'autres sujets peut-être plus liés à la vie quotidienne des Américains?
Apparemment, on a vu quand même dans les rues des manifestations très fortes, idéologiques. Mais clairement, les questions de coût de la vie, de pouvoir d'achat, ont joué ici un rôle déjà dans ces élections dans très, les très urnes, important. ce sont ces questions-là C'est qui perdent. probablement le prix après droit de douane, qui est l'inflation, qui va finir le jour, en fait, à affaiblir Trump, qui est très, très bas, qui est le président le plus impopulaire après 9 mois depuis Nixon, juste avant qu'il soit en impeachment. Avec l'affaire du Watergate. Un dessin de Patrick Chapat. Alors Trump est un peu choqué. Hein. Regardez là, il est stupéfait, Trump, parce qu'il faut qu'il change tout, là. Il faut qu'il change ses plans. On suspend l'attaque du Venezuela, là c'est urgent. Le communisme est parmi nous. Aïe, aïe, aïe. C'est à vous, Jean-Mathieu Pernin, et à votre télé des autres, puisque cette semaine, vous avez regardé, comme chaque semaine, la télé des autres, en l'occurrence la télé allemande, qui explore l'étonnante histoire d'une femme qui s'est fait la belle. Et oui, alors c'est vrai que j'ai découvert à la télévision allemande une histoire hallucinante. Alors c'est vrai que nous, journalistes, on a souvent tendance un peu à survendre nos sujets. Mais là, pas vous. Je suis bien sûr Renaud, il faut le dire, je l'avoue. Mais là, vous allez voir que le mot hallucinant est même assez faible. Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebig ist nicht zum Haftantritt in der JVA Chemnitz erschienen. Stattdessen soll sie sich ins Ausland abgesetzt haben, so zumindest eine Tonaufnahme, die vor dem Frauengefängnis abgespielt wurde. Dort hatten sich Unterstützer für eine von Liebig geplante Einzugsparty versammelt. Voilà, bon alors, c'est vrai qu'une militante d'extrême droite qui s'enfuit à l'étranger pour pas purger sa peine, vous allez me dire, dis-moi Coco, ton histoire, on l'a déjà vu, c'est un peu plan-plan. Mais alors attendez, la suite, hein. Cette personne néo-nazie, là, que l'on voit, s'appelle Marla Svenja Liebig. Elle s'est présentée ainsi lors de son dernier procès avec de belles moustaches, car auparavant, Maria s'appelait Sven Liebig et était connue des services de police comme un des animateurs du courant des fans du Troisième Reich en Allemagne de l'Est. Poursuivi pour incitation à la haine, pour des propos xénophobes, transphobes et condamné à 18 mois de prison. Sauf que c'est en tant que femme que Liebig a été condamnée après avoir décidé, en tout début d'année, de changer de genre. Simplement de devenir Marla Svenja Liebig, un homme violent envers les personnes trans qui décident de devenir une femme. Soit c'est de la rédemption, soit c'est de la provocation. Dans le cas de Marla, il y a peu de doute sur l'intention. Elle a utilisé en fait une nouvelle loi en Allemagne datant du 1er janvier 2024 qui permet de changer de prénom et surtout de genre sans présenter de documents médicaux. De quoi mettre à mal le ministre fédéral de l'Intérieur. Offensichtlich hier wird natürlich das Selbstbestimmungsgesetz missbraucht. Der Geschlechterwechsel scheint hier eindeutig ein Missbrauchstatbestand zu sein. Und die Öffentlichkeit, die Politik, die Justiz soll hier an der Nase herumgeführt werden. Alors si ce néo-nazi a voulu changer de genre, c'est probablement pour deux choses. La première, ridiculiser cette loi qui permet plus facilement de changer de genre et qui fait bondir les milieux ultra-conservateurs et radicaux. La deuxième raison, les conditions de vie seraient, selon son avocat, meilleures dans les prisons pour femmes. Mais un néo-nazi qui n'a jamais eu vraiment de respect pour la gente féminine peut-il être enfermé avec d'autres femmes? La question agite bien sûr les juristes, les politiques, la polémique enfle. Le débat devient national, l'extrême droite monte au créneau de nouveau contre ce texte qui facilite le changement de genre, du laxisme pur et dire, disent-ils. À gauche, au contraire, on défend la réforme et on accuse le néo-nazi de manipuler l'opinion. Côté féministe, on s'inquiète de voir des hommes prédateurs abuser de ces nouvelles règles pour s'en prendre plus facilement aux femmes. Mais le parquet finit par trancher et Maria va bien intégrer une prison pour femmes, celle de Chemnitz en Saxe. L'incarcération était prévue le 29 août et le comité de soutien, vous allez voir devant la centrale, était à son image, tout en nuances. Weil ich finde, dass sie richtig Eier hat und dieser Gesellschaft, dieser linksgrünen, versifften Gesellschaft endlich mal einen Finger zeigt. Voilà, la nuance toujours, c'est important. Est-ce que c'est la fin de cette histoire? Eh bien non, pas du tout, parce que justement le 29 août, Marla Svenja Liebig ne s'est pas présentée à la prison, donc où elle devait être incarcérée, et sur X, eh bien elle a publié ce message. Regardez, on voit derrière les bulbes de la cathédrale Saint-Basile à Moscou. Maria s'est-elle réfugiée en Russie ou au contraire trompe-t-elle à nouveau son monde? Alors en même temps, se réfugier à Moscou quand d'homme on est devenu femme n'est pas la meilleure des destinations, vu la restriction des droits pour les personnes transgenres actée par le régime de Vladimir Poutine. La provocation n'est pas toujours signe d'intelligence. Exemple numéro 23460, signé donc Marla Svenja Liebig. Mais on le voit, Mariam Pierzadeh, le détournement de cette loi et cette loi elle-même aujourd'hui
provoque en Allemagne cette polémique assez incroyable et continue à faire parler d'elle. Oui, bien sûr. Après, c'est quand même une semaine après, ne pas savoir du tout où elle est. Ça inquiète aussi du niveau quand même des renseignements allemands. Mais ça se voit, en fait, c'est totalement évident qu'elle se moque de cette loi. Elle se met du vernis à ongles dans la salle de juge, dans le tribunal. Donc, cette loi pose problème. Cette loi, elle pose problème. En fait, il a été question. Enfin, cette question-là, elle pose un débat dans plein de domaines, dans le domaine sportif également. On a vu avec les dernières polémiques dans la boxe notamment. Mais oui, est-ce qu'un homme qui a changé de sexe en étant une femme, et on sait très bien qu'en fait c'est juste pour bénéficier et puis d'un traitement plus light, peut être enfermé avec des femmes, c'est une vraie question. Vous allez voir, Pierre Kroll a retrouvé celui qui a inspiré cette femme. On parle de néo-nazi, alors j'ai repris un ancien nazi, moi. Je suis une femme, admettons, ça ne saute pas aux yeux. Christine Cardellan, bonsoir, bienvenue. Vous levez le voile sur les coulisses du prix Nobel dans cet ouvrage, prix Nobel, le prestige et l'imposture aux éditions L'Observatoire, coécrit avec Daniel Theimann. Conflit d'intérêts, lobbying, écarte parfois de grands favoris au profit de choix plus surprenants. Commençons juste par l'actualité. Le prix Nobel de la paix a été décerné, Donald Trump en rêvait. C'est pas lui, en tout cas pas cette année, c'est une opposante vénézuélienne, Maria Corrida Machado, qui l'a empoché. Est-ce que c'est un choix où il y a matière à polémique ou est-ce que c'est justifié? Est-ce que, voilà, c'est pas Donald Trump qui l'a mérité? Non, alors ça, clairement non. Je ne crois pas que ce soit un choix polémique, même si on va trouver des gens... parce qu'elle, c'est une opposante à Chavez. On va sûrement trouver des gens à Maduro, oui, mais le chavisme, disons. Et on va sûrement trouver des gens dans le Sud global qui auraient plutôt soutenu et qui vont dire que ce sont les Américains qui ont fait en sorte qu'elle soit là. Si ça avait été avec les Américains, franchement, je crois que c'est Donald Trump qui l'aurait emporté. Hein. Si le jury, si le comité Nobel avait subi des pressions, ça aurait été plutôt pour que Trump gagne. À propos d'Américains, Valérie. Justement, Donald Trump, déçu de ne pas l'avoir reçu, on l'a compris, mais il en est un président américain qui ne comprend toujours pas aujourd'hui comment il a fait pour le recevoir, c'est Barack Obama. Racontez-nous ce qui s'est passé. Je crois qu'aujourd'hui, il le comprend parce qu'il a dû entendre parler de ce qui s'était passé quand même. En fait, quand il est arrivé donc, en 2009 à la Maison-Blanche, il n'avait rien fait jusqu'en octobre, à part envoyer des soldats supplémentaires en Afghanistan, ce qui était quand même pas très positif. Mais le président du comité Nobel était Thorbjørn Jagland, qui était le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Et il avait été nommé le 1er octobre. Et son grand rêve, c'était de faire venir Barack Obama, nouveau président américain noir, en Europe, et d'être le premier à être pris en photo avec lui. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Il a réussi à convaincre ses 4 co-jurés que le bon choix, c'était Obama. Alors, le résultat, c'est une catastrophe. C'est que Obama, pour ne pas être accusé de pacifisme dans son pays, notamment les républicains qui, évidemment, l'attaquaient là-dessus, a été obligé de faire un discours de remise du Nobel, un discours complètement va-t-en-guerre, le discours le plus va-t-en-guerre qu'on ait jamais entendu sous ce grand hall. Est-ce qu'on peut parler de corruption ? Non, pas corruption. C'est pas possible de corrompre? Non, c'est peut-être possible. Si, c'est peut-être possible. Mais je vois plus de l'amateurisme, de la naïveté dans l'attitude des membres de tous les jurés, d'ailleurs. Hein. Un manque de professionnalisme, quelque part. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais voulu s'ouvrir à l'extérieur. Ce sont des prix qui sont internationaux, qui donnent un prestige mondial. Et ce sont 5 Suédois dans leur petit bureau, à chaque fois dans leur petit bureau, qui décident. C'est aberrant. Stéphane De Vries. Oui, en fait, je me demandais si le prix Nobel est devenu une sorte de miroir moral de l'Occident, à un moment où l'Europe et les États-Unis ont besoin d'être rassurés, là où le reste du monde, en fait, se détourne un peu de nous. Oui, alors je ne sais pas si c'est un miroir de l'Europe ou un miroir de l'Occident. Moi, je pense qu'ils sont très autonomes. Très autonome, la Fondation Nobel. Hein. Et c'est bien le problème. C'est qu'ils se seraient ouverts, ils auraient des jurés, par exemple pour la littérature, venus un Africain, un Américain, etc., etc. On aurait sûrement des choix un peu plus équilibrés et un peu moins sujets à discussion. Si on regarde dans l'histoire, il y a des tas de grands écrivains qui n'ont jamais eu, comme Graham Greene, comme Marguerite Yourcenar, comme Tolstoï, etc. Et qu'à côté de ça, Martin Sen et Jordan Sen, deux Suédois, l'ont eu ensemble parce qu'ils étaient membres de l'Académie suédoise. Bon, la même année. Juste pour finir, Christine Cardellan, le plus grand oublié à vos yeux, justement, Gandhi n'a jamais eu le prix Nobel de la paix. J'allais dire Gandhi. Gandhi, il a été nominé, il était dans les 5 derniers en 37, 1938, 39 et en 47.
Paraît-il, en 48, le comité était décidé à penser à lui. Jusqu'ici, il ne l'avait pas fait, bien sûr, pour ne pas fâcher les Anglais, bien évidemment. Et il semble qu'en 48, son nom était favori. Et il est mort le 30 janvier 48. Merci Christine Cardinal. Comme quoi on peut quand même rentrer dans l'histoire et y rester bien sûr sans avoir eu le prix Nobel. Le cas de Gandhi est assez édifiant bien sûr. Merci à vous. Un dessin de notre ami prix Nobel du dessin justement, Pierre-Paul. Oh merci, merci. Je suppose que le mur des lamentations va bien porter son nom. Il ira pleurer là-bas sur son sort. Bonsoir Hélène Tierchamp, installez-vous, bienvenue dans 28 minutes. Vous êtes historienne et vous venez de publier une édition réactualisée plutôt de ce livre, Les 100 plantes qui ont fait l'histoire. C'est chez Ulmer. Les fleurs, les plantes, les arbres ne brillent pas que par leur beauté ou leur odeur, mais aussi par leur rôle dans l'histoire. Et c'est ce que vous montrez dans ce livre. Alors on va prendre plusieurs exemples, parce que c'est ça qui est intéressant. Le laurier rose, par exemple, eh bien, ça a joué un rôle important dans les batailles napoléoniennes. Et pourquoi donc? Parce que le laurier rose est une plante très toxique, aussi bien les fleurs que les feuilles, que les tiges. Et Napoléon envoie ses armées en 1808 en Espagne. Il se heurte à une opposition faramineuse. Les gens font la politique de la terre brûlée. Les soldats se retrouvent sans rien. Et un beau jour, un groupe d'une douzaine de soldats découvre quelques agneaux oubliés dans un champ. Et ils improvisent un méchoui avec des branches de laurier rose pour faire leur grillade. Ils se retrouvent, il y en a eu sur les 12, il y en a 8 qui sont morts et 4 qui ont mis 8 jours à récupérer. Et cette histoire s'est répétée sous Charles X et Napoléon III au moment de la conquête de l'Algérie, où des soldats ont été de nouveau intoxiqués. Oui. Et cette histoire a été rapportée par un pharmacien des armées napoléoniennes. Et le chardon, qui est donc l'emblème de l'Écosse, mais qui a une histoire un peu particulière. Expliquez-nous comment c'est devenu l'emblème de l'Écosse. L'Écosse est un pays qui a été sans arrêt attaqué du 6e au 10e siècle. Alors comment ils ont résisté? Et au 10e siècle, les Vikings arrivent dans la région d'Aberdeen, ils veulent prendre la forteresse, ils n'y arrivent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? La nuit, ils se déchaussent et ils essayent d'aller à pas de loup ou d'ours vers la forteresse. Et on a mis des chardons partout. La lande est infestée de grands chardons et résultat, il crie de douleur et les défenseurs ont le temps de se retourner. Et au XVe siècle, le roi Jacques Stuart va instituer un ordre de chevalerie, l'ordre du chardon, qui a ses assises dans la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Je vois que vous avez travaillé sur la biographie de Sarah Bernard. Est-ce qu'il y a un lien, la dame aux camélias, les plantes Oui, je suis historienne, mais avec historienne des sensibilités, les couleurs, les plantes. Sarah Bernard, la dame aux camélias, quand elle a joué, c'est la plante romantique, elle a joué le personnage de Marguerite Gautier depuis ses 30 ans jusqu'à son amputation en 1915. Et quand elle est décédée, elle a eu quand même 5 chars funéraires couverts de camélias qui la suivaient, parce qu'elle avait l'image de camélia. Et dans sa maison de Belle-Île, sur le pont-levis du Fortin, le maire a fait jeter dans les douves des gerbes de camélia. Mais très rapidement, dites-nous pourquoi les journalistes ont ce qu'ils appellent des marronniers. Pourquoi on fait un marronnier? C'est-à-dire on fait des articles toujours sur le même sujet, tous les ans au même moment, sur la rentrée scolaire. Ça vient d'où, ça, le marronnier, très rapidement? Ça vient de Napoléon, encore une fois. C'est-à-dire Il y avait un gros marronnier aux Tuileries. Et il se fleurissait, au XIXe siècle, il fleurissait seulement tous les ans, le 20 mars. Voilà. Jour de la naissance de l'Aiglon, fils de Napoléon, et jour du retour de Napoléon à l'île d'Elbe. Et donc il y avait un article à chaque fois. Et voilà. Et vous voyez, donc nous faisons des marronniers. Voilà. Mais ça a une raison historique et nous en sommes contents. Merci beaucoup, Hélène Tierchamp. Les 100 plantes qui ont fait l'histoire, c'est chez Ulmer. Et vous allez repartir avec un beau dessin de Pierre Kroll. Ben, je ne suis pas très loin des marronniers aussi. Moi, j'ai pensé à une plante de saison, parce qu'une cucurbitacée assez connue en ce moment. Et vous voyez, il y a la rose, le lotus et le bouquet qui sont avec la tête que t'as, tu ne seras jamais connu. Eh bien, si.
Kylian Bron est un VTTiste, c'est même un champion de VTT qui raconte dans ce livre que le vélo l'a sauvé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Sauvé de vos failles, de vos doutes, de vos tourments et puis surtout, dites-vous, de votre désir démesuré de sensations fortes. Alors vous dévalez des pistes impressionnantes à fond de train, vous pédalez à tombeau ouvert au bord du vide. On va voir ces images dans un instant extrêmement spectaculaires, on les voit à l'écran. Des Dolomites à la Cordillère des Andes, un peu partout dans le monde. Alors des performances impressionnantes, des images absolument stupéfiantes. Et pourtant, Kylian Bron, vous le dites, vous récusez l'appellation de casse-cou. Vous dites, vous n'êtes pas un casse-cou. Pourtant, sur ces images, vous n'avez pas l'air toujours extrêmement prudent. Alors, expliquez-moi, il y a quand même une part de risque, évidemment. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est de gérer ce risque, justement, pour le surmonter? Non, complètement. C'est ce que je défends en partie dans ce livre. Et je comprends tout à fait les réactions, j'ai envie de dire, de surface, de me considérer comme un casse-cou. Et les autres athlètes de ces pratiques dites extrêmes. Ce qui me plaît, c'est de donner du fond, d'expliquer tout ce process, tout ce qui m'anime en amont dans ma préparation mentale, physique, mes doutes, mes peurs. Et j'aime l'expliquer. Ce process, je peux le détailler simplement, mais avant tout mental. C'est vrai qu'on parle beaucoup en termes de sport, d'entraînement physique, mais il y a une énorme part mentale. Ouais, là on l'a pas, mais pardon. Faut pas regarder en bas là. Ouais. Puisque, oui, c'est vrai que l'outil principal et ce qui me permet de partager ma pratique se fait en images. Ces images, elles sont impressionnantes et je le sais aussi, et moi le premier quand je les revois. Mais j'y ajoute du contexte à travers toutes ces explications. Quand on voit ça, beaucoup de gens font du vélo aujourd'hui, c'est le week-end. Voilà, ils se disent, est-ce que tout le monde peut le faire là? C'est-à-dire, au bout de combien de temps, ça fait combien de temps pour avoir ces images-là et pour être aussi précis et facile? On a l'impression, il faut combien de temps? Non, bien sûr, je fais du vélo quasiment tous les jours depuis une vingtaine d'années. Ce que j'aime expliquer, c'est que ces images sont l'aboutissement d'un travail d'une vingtaine d'années, quasiment quotidien, et tout s'est fait étape après étape. Aujourd'hui, mon vélo, mon outil et mon compagnon, c'est juste le prolongement de moi, et je le considère vraiment comme ça aujourd'hui. Mais c'est important. Oui, une question de Daniel Zappala. Oui, déjà, merci pour la pub faite aux Dolomites, qui sont des montagnes magnifiques. Mais vous, en fait, flirtez avec les limites et j'imagine qu'il y a sans doute des tentations que le long de votre parcours, vous avez en fait dû apprendre à dompter d'une certaine manière. En fait, voilà, lesquelles? Non, bien sûr, et c'est un travail du quotidien. Juste avant, les Dolomites, exceptionnelles, chargées d'histoire, et c'est un endroit incroyable, mais qui me permet, moi, de m'exprimer, et justement, sans dire repousser les limites, puisque je n'aime pas trop cette notion de repousser les limites. Évidemment que j'essaye de jauger ce curseur et de savoir où sont mes propres limites, mais le danger est au final de banaliser les choses que je considérais comme dangereux un jour. Et aussi de considérer comme acquis quelque chose que j'étais capable de faire, par exemple, pendant cette descente dans les Dolomites. C'est cette réflexion, moi, qui m'anime, et c'est ce travail qui me fait grandir au quotidien. Vous ne faites pas tout et n'importe quoi. Il y a des choses, il y a des endroits où finalement vous renoncez à aller ou à passer parce que justement vous prenez des précautions. Bien sûr, après... C'est en sens que vous n'êtes pas un casse-cou. Bien sûr. Et par contre, ça ne veut pas dire que l'accident ne peut pas arriver. J'ai cette conscience et je la partage beaucoup plus maintenant de manière moins égoïste à mes proches, à mes amis, pour être affirmé, pour avoir confiance en moi, de faire les choses quand je le sens, sans pression sociale autour. J'essaie de m'en détacher au maximum. Mais j'ai envie de légitimer, crédibiliser ma pratique, d'en parler. L'une des raisons, encore une fois, pourquoi j'ai écrit. Et on le comprend en vous lisant, parce que c'est une expérience évidemment fascinante que vous partagez. Écrire un livre, évidemment, c'est la partager justement. Et il faut lire ce livre, Le vélo m'a sauvé, aussi de votre histoire personnelle et familiale aussi, dont vous parlez dans ce livre. C'est chez Flammarion et ça raconte justement donc, tout ce que vous êtes, vous et votre vélo, puisque vous êtes un couple inséparable. Et puis merci aussi pour ces belles images évidemment fascinantes que vous nous ramenez de vos expéditions. Merci beaucoup. Un dessin de Dorthe Schulz. Oui, le vélo m'a sauvé, c'est bien beau, mais moi, personnellement, c'est plutôt ça. Le vélo m'a tué. J'écrirai un livre à ce sujet.
Bienvenue Natacha Triou. Merci. Bonsoir. Comme chaque semaine, bonsoir à vous. On vous retrouve pour méditer un petit peu avec vous. Et ce soir, on va méditer avec une question qui reste d'ailleurs dans l'air du temps. Peut-on être trop riche? Et c'est la question que des chercheurs en psychologie sociale ont posée à 4300 personnes dans 20 pays. Et la réponse, leur étude montre que la réponse, elle va dépendre tout simplement du groupe social et des cultures. Pour les pays riches, comme la Suisse, détenir trop d'argent a tendance à être considéré comme immoral, voire sale, tandis que pour les pays moins favorisés, comme le Pérou, le Nigeria, là où l'argent peut symboliser la survie, l'espoir ou le progrès, une trop grande richesse ne pose pas de problème moral. En d'autres mots, la question du trop riche est déjà en soi une question de privilégié. Et ça va un peu dans le sens de Pascal Bruckner dans son essai « La sagesse de l'argent ». Notre rapport à l'argent est conditionné par notre situation financière. Parler d'argent, c'est toujours parler un peu de soi. Alors à quel moment est-ce que notre sentiment envers la richesse peut passer de l'envie au dégoût en quelque sorte? Ça, c'est une question aussi vieille que la philosophie. L'avarice est un péché capital consacré par le christianisme, mais cette maudite soif de l'or, pour reprendre les mots du poète latin Virgile, était déjà critiquée durant l'Antiquité. Dans leurs textes, Platon ou Sénèque méprisaient ouvertement les excès d'opulence. Sénèque, qui était pourtant un des plus riches hommes de son temps, 4e fortune de Rome, il aurait pu être dans le classement de Challenge. Mais c'est vrai que la question se pose plus vivement depuis l'apparition assez récente des multimilliardaires comme Jeff Bezos ou Elon Musk, depuis que la fortune de Bernard Arnault correspond à la valeur de l'ensemble des logements de Marseille et de Nantes, et depuis que le 1% le plus riche de la planète détient plus de richesses que 95% de la population mondiale. Mais les richesses extrêmes sont-elles vraiment illégitimes? Alors, pour Rousseau, dans son Contrat social en 1762, une communauté politique ne peut pas exister avec des inégalités de richesse trop fortes. Ce qui résonne d'ailleurs avec les derniers chiffres de Bercy, où on voit en France des revenus des ultra-riches qui a plus que doublé en 20 ans, et le nombre de sans-abri qui lui aussi a explosé. Pour la philosophe belgeo-néerlandaise Ingrid Robbins, dans son ouvrage récent Limitarianisme, d'énormes écarts de richesse sont incompatibles avec une société démocratique. Je la cite, personne ne devrait posséder plus qu'un certain plafond de biens. Alors finalement, trop, c'est combien? Le temps de se décider sur ce seuil, on peut revenir à Karl Marx. Et oui, pour le citer, dans ses manuscrits de 1844, il rappelle que l'argent est un outil d'aliénation universelle capable de transformer la nature humaine. Et en plus, il ne fait même pas le bonheur, selon certaines études. Au-delà du seuil des 75-100 000 euros par an, selon les pays, l'argent supplémentaire n'augmente même pas la satisfaction quotidienne. C'est vrai, et sinon il y a Groucho Marx aussi, un peu plus d'analyse. Mais bon, c'est dans un autre genre. Merci en tout cas Natacha Triou. Un dessin de notre ami Patrick Chapat. Oui, alors tout ça nous ramène évidemment au débat sur la taxation des riches, qui agite beaucoup la France. Je vous fais un résumé, si vous voulez, en dessin, du dilemme. Taxer les riches, oui, mais bon, après ils s'échappent, ils s'enfuient. Ou ne pas les taxer, mais ils échappent à l'impôt. To be or not to be, on n'en sort pas. Merci Patrick Chapat. Bonsoir Renaud. Le football et l'insulte ont une longue histoire commune, les progrès de l'un accompagnant souvent les progrès de l'autre. En parcourant l'actualité du sport cette semaine, je tombe avec bonheur sur un barème de punition émis par la commission de discipline du Grand Est, visant à protéger les arbitres des insultes dont ils sont la cible chaque week-end. Cet inventaire nous apprend qu'user des mots charlot, baltringue, chinave ou trimard à destination de l'arbitre peut dorénavant coûter jusqu'à 25 € d'amende. Peine doublée dans la catégorie supérieure, domaine des crevures, pourritures et de la grande famille des injures à couilles. Sans surprise, la classe des propos obscènes est monopolisée par les thématiques de la race et de la prostitution, quand l'homosexualité fournit à elle seule l'inspiration de la catégorie suprême, à l'exception de l'insolite nain de jardin. Le malheureux arrière latéral, déjà soumis à la pression du résultat, contraint de faire preuve d'une agressivité totale, sans jamais manquer de respect à autrui, se retrouve à la merci de poursuites au moindre doigt d'honneur. Bien sûr, il n'est pas idiot, le footballeur, il trouvera la feinte. Il utilisera, par exemple, le procédé d'encodage N+1, qui consiste à remplacer le mot interdit par celui qui le suit dans le dictionnaire. Couillon deviendra coulant au chocolat, l'insulte se faufilera à travers la loi tel un serpentin, et l'administration désemparée sera bonne pour refaire tout son barème.
Je me mets à la place de l'arbitre, cela dit, difficile de faire le sourd. Même choisi parmi les bouddhistes les plus scrupuleux, il peine à rester zen au terme de 90 minutes passées sous la pluie d'oursins des mots qui fâchent. C'est humain. L'imagerie magnétique le montre bien, regardez ces éclairs dans le cortex, sous l'effet répété du seul mot bouffon. Insultez l'IA, elle vous répondra que l'insulte ne lui fait ni chaud ni froid. Elle voudrait bien, mais non, rien à faire. S'émouvoir de se faire traiter de baltringue est une qualité qui nous appartient à nous, êtres sensibles, et dont il faut à tout prix préserver la singularité dans l'univers. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Elisabeth Quint à 20h05. On se quitte en musique avec un clin d'œil à la méditation de Natacha Triou sur la richesse, Money, Pink Floyd. Bon week-end, tchuss.